Quelques jalons d'abord pour commencer, pour situer Béranger Saunière dans le temps. C'est d'abord sa naissance en 1852, pas très loin d'ici, à Montazel. Puis c'est des études religieuses à Carcassonne, son ordination, il est ordonné prêtre en 1879. Il est à ce moment-là nommé vicaire à Alette. Et en 1882, c'est sa première cure, c'est celle du Plate, un petit village perdu dans les montagnes au-dessus d'Axat. C'est en 1885 qu'il arrive à Rennes-le-Château et dès 1886, il va rénover l'église puisque, on le sait, quand il arrive à Rennes-le-Château en 1885, ce qu'il va découvrir est plutôt accablant pour lui. C'est une église à l'état de quasi-ruine qui s'offre à lui, tous les vitraux sont brisés, le toit menace de s'effondrer, on sait qu'il pleut, qu'il vente dans cette église. Et néanmoins, dès l'année suivante, eh bien, Béranger Saunière va entamer des travaux d'ampleur de rénovation de cet édifice religieux. Alors évidemment se pose une question depuis longtemps, c'est pourquoi, comment ce prêtre a-t-il réussi à rénover son église? On sait qu'il y avait eu des demandes de travaux, de rénovation, de subventions tout au long du 19e siècle qui n'avaient jamais abouti. Béranger Saunière, à peine un an après son arrivée, lui, a les fonds nécessaires. Alors c'est une énigme qui est à présent résolue, et elle est résolue à travers les connexions entre Béranger Saunière et le cercle catholique de Narbonne. Alors je vais vous présenter ce cercle de façon plus précise. Qu'est-ce qui se passe quand Saunière arrive en 85 à Rennes-le-Château? Très rapidement, en fait, il est sanctionné, puisque à l'automne, c'est les élections législatives. Il fait un prêche très anti-républicain en chair. C'est défendu par la loi. Les prêtres, à ce moment-là, sont rémunérés par l'État, par le ministère des Cultes. Saunière est en infraction, il est donc suspendu de sa fonction de prêtre et il va être à ce moment-là nommé par son évêque pour lui assurer un salaire, professeur au petit séminaire de Narbonne. Et c'est à son retour de Narbonne que Saunière va disposer de sommes d'argent qui lui permettent de restaurer son église. L'une de ces sommes, elle est due à la comtesse de Chambord, la veuve du comte de Chambord, qui a manqué de peu d'être roi de France sous le nom de Henri V. C'est une donation de 3000 francs or. Elle est mentionnée par Béranger Saunière dans l'actif de situation qu'il fournit à son évêque quand il doit justifier de ses dépenses. Et puis il y a d'autres personnes qui vont donner de l'argent à Béranger Saunière. Par exemple, Marie Cavalier, qui est chronologiquement la seconde donatrice de l'abbé, elle va régler la facture concernant le nouveau maître-autel de l'église, celui que vous voyez encore dans l'édifice. Et Marie Cavalier, elle va à plusieurs occasions visiter Béranger Saunière. On a quelques prêches de Béranger écrits à l'occasion de ces visites. L'un d'eux prononcé le 15 juin 1890. La reconnaissance nous fait un devoir, mes frères, de remercier ces nobles étrangers, ces insignes bienfaitrices de notre chère petite église, de la visite qu'elles ont daigné nous faire. Nous avons adressé de ferventes prières au ciel afin qu'ils en obtiennent donc c'est ce petit groupe, qu'ils en obtiennent toutes les grâces qui leur sont nécessaires. Nous aurons pour eux ce soir, pendant la récitation du chapelet, une intention toute particulière afin que le Sacré-Cœur de Jésus leur accorde, par l'entremise de Marie, un soulagement à leur souffrance, la santé, ce don inappréciable, la santé, dis-je, qu'ils viennent demander aux eaux salutaires et bienfaisantes de nos contrées. Donc, on peut imaginer que Marie Cavalier et les personnes qui l'entourent sont des curistes venus à Rennes-les-Bains prendre les eaux. Donc, je me suis intéressé à cette figure de Marie Cavalier. Qu'est-ce qui l'a motivée pour donner autant d'argent à l'abbé Saunière? Alors Marie Cavalier, eh bien, je me suis rendu compte qu'elle avait écrit, qu'elle avait publié ce livre, Fleur de Lys, dont le titre est assez explicite, publié donc en 1874 à Narbonne. C'est un livre qui est dédié au comte de Chambord, qui est dédié avec ferveur au comte de Chambord, et elle y adresse, Marie Cavalier aussi, dans ce livre, eh bien, un poème très enthousiaste à la comtesse de Chambord, vous si grande et si noble, et que mon cœur admire, vous dans le nom, madame, est signe de bonheur. Donc on voit évidemment à ces lignes que Marie Cavalier, elle avait des accointances idéologiques avec Béranger Saunière. C'est très clairement une royaliste, et une royaliste engagée. Alors évidemment, de ça se dégage une idée. Si les premières donatrices de l'abbé Saunière ont en commun d'être royalistes, eh bien, il y a une piste là qui pourrait expliquer le financement de l'Église. Donc l'idée c'était de creuser un peu plus autour de cette figure de Marie Cavalier, de connaître un petit peu sa vie.
c'est toujours difficile. Marie Cavaillé a vécu à Coursan, et Coursan, c'est une petite localité située à proximité de Narbonne. Or, Narbonne, c'est pas une ville anodine. On a vu que Saunière était allé en tant que professeur au petit séminaire. Et puis, à Narbonne se trouve également une autre figure, aujourd'hui oubliée, mais qui est déterminante dans la genèse de l'œuvre de l'abbé Saunière, c'est Alfred Saunière, le frère de Béranger. Alfred vit à Narbonne, et on sait que Alfred a été un pourvoyeur de fonds tout à fait considérable pour Béranger. Quand il se justifie de ses dépenses, il dira « Mon frère étant prédicateur avait de nombreuses relations, il servit d'intermédiaire à ses générosités. » On sait par les différents papiers de l'abbé Saunière que les sommes sont assez conséquentes. Dans un premier brouillon, Béranger essaie de minimiser ça en disant que, bien par son frère, il a obtenu la somme de 600 francs. Et puis, il est vraiment pressé, acculé par son évêque de se justifier, et il finit par avouer que c'est finalement 55 000 francs or qu'il a reçu par l'intermédiaire d'Alfred. 55 000 francs or, alors c'est toujours difficile l'opération de convertir des francs or en euros, mais en gros, on estime que ça fait à peu près 176 000 euros. Alors, évidemment, se pose une question, bien pourquoi Béranger a voulu dissimuler l'importance de son frère dans ce système de donation. On sait que, par d'autres correspondances, Alfred aurait commis des fautes. Alors, sur la nature de ces fautes, on sait très peu de choses, mais il semble que l'existence de ces fautes ait justifié cette tentative de minimisation de l'importance d'Alfred dans le dispositif. Alors sur Alfred, je n'ai pas le temps de m'étendre dans le cadre de cette conférence. On sait très peu de choses sur lui. On sait qu'il a été professeur au petit séminaire de Narbonne durant 12 ans. Et on sait qu'en 1893, comme son frère plus tard, il se proclame prêtre libre, ce qui va lui donner une certaine liberté de circulation. En 1896, il est pressenti, et ça c'est important pour la suite de l'enquête, par l'évêque pour devenir aumônier militaire. Et la procédure veut qu'il y ait une enquête à ce moment-là. Donc le préfet, le sous-préfet de Narbonne, doit rendre un rapport sur Alfred Saunière. Et ce rapport est tout à fait édifiant parce qu'on y découvre que Alfred Saunière est un personnage politique, un véritable personnage politique. Il est présenté comme hostile au gouvernement de la République. Il est encore dit que pendant quelques années, il a été le directeur et le rédacteur principal du journal La Croix du Midi, qui s'imprimait à Narbonne. La Croix du Midi, il y a une petite erreur dans le rapport du sous-préfet, c'est en fait La Croix du Sud. C'est un journal catholique et monarchiste. Et ce document nous donne également une autre information d'importance, placée à la direction du cercle catholique de Narbonne. Donc, Alfred Saunière avait une posture d'envergure dans la vie des mouvances royalistes narbonnaises. Donc là, c'est l'intégralité de ce passage concernant Alfred. Monsieur l'abbé Saunière, prêtre intelligent et actif, a jusqu'ici mis au service de la cause anti-républicaine les qualités qu'on se plaît à reconnaître en lui. Placé à la direction du cercle catholique de Narbonne, où tous ses efforts tendent à recruter le plus adepte possible à la politique des réactionnaires, il n'est pas de circonstance où son intervention ait été motivée par le désir de combattre le gouvernement et de lui faire échec par tous les moyens. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ça, il y a des connexions qui vont se créer. Ce courrier de Narbonne, dans lequel Alfred a eu un rôle de rédacteur actif, quand on le feuillette, il y a des exemplaires qui sont en consultation à la Bibliothèque nationale de France, et bien quand on le feuillette, on retrouve des noms connus. Par exemple, celui de Cavaillé. Louis Cavaillé est cité à plusieurs reprises par les rédacteurs du courrier de Narbonne comme un ami de la rédaction. Donc, Marie Cavaillé, qui a donné de l'argent à Béranger Saunière, eh bien, il semble qu'elle évoluait dans les mêmes mouvances royalistes à Narbonne que Alfred Saunière, le frère de Béranger. Et donc, ces connexions, elles nous indiquent clairement que le cercle catholique de Narbonne est le foyer, le point commun à toutes ces personnalités, et que c'est autour de ce cénacle-là que gravite le ministère du financement de la rénovation de l'église de Rennes-le-Château. Alors,
Alfred, il avait, comme j'ai dit, une envergure, hein, il était président de ce cercle, il écrivait dans les publications sous influence du cercle, et quand on lit le peu de documents qu'on peut trouver au sujet de ce cercle catholique de Narbonne, eh bien, on voit que s'il avait une telle importance, c'est parce que c'était un grand orateur. Léon Sabatier, dans son rapport sur les noces d'argent du cercle catholique de Narbonne, met en exergue ce caractère d'orateur d'Alfred Saunière. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ce cercle catholique de Narbonne? Je vais en donner une définition plus précise. D'abord, ce n'est pas une exception. Les cercles catholiques, il y en a partout en France. Ils ont été créés par le comte Albert de Meul. Ce sont des organes qui vont servir au retour, à la base, au retour en France du comte de Chambord, et donc qui à la base sont destinés à accompagner le retour du roi. Ils vont donc se propager à travers tout le territoire en 2 ans. Les cercles sont créés en 1873. En 2 ans, il y en a 110 qui sont créés dans toute la France, et ils visent à recruter dans les classes ouvrières. Donc, dans le même temps, 12 000 ouvriers vont être recrutés dans ces cercles. En 1878, pour donner une idée de la progression rapide de la création de ces cercles, on en compte 375 en France, qui totalisent 35 500 ouvriers et 7 600 membres issus des classes dirigeantes. Alors le cercle catholique de Narbonne, plus spécifiquement, il est créé en 1875 par 23 membres fondateurs, parmi lesquels les plus importantes familles du Narbonnais. Et il va être adopté en quelque sorte par Albert de Meul lui-même, puisque les membres du cercle de Narbonne vont le rencontrer à Béziers, à l'occasion d'une visite d'Albert de Meul. Alors, pour le cercle de Narbonne, des ouvriers vont être rapidement recrutés. Le règlement, selon la législation, est envoyé aux autorités préfectorales. Le cercle est approuvé. Et dès 1875, il va donc fonctionner publiquement et s'impliquer dans différentes cérémonies religieuses. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce cercle, hein, on peut le scinder en 2. Il y a d'un côté la direction, ce sont des ecclésiastiques, des membres des classes bourgeoises, aristocratiques, des classes dirigeantes, et de l'autre côté, c'est les membres recrutés. Il y en a dans les classes dirigeantes, dans les familles fortunées, et puis il y en a beaucoup dans les classes populaires, notamment ouvrières. Le but est idéologique, hein, briser l'idéologie de la lutte des classes et promouvoir un modèle social basé sur le christianisme. Ce qui est important aussi pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que c'est une espèce de tentacule. C'est-à-dire qu'à partir du cercle catholique de Narbonne, comme des autres cercles catholiques en France, vont rayonner un certain nombre d'organismes qui sont sous son influence et qui vont, chacun à leur façon et chacun dans leur domaine, véhiculer l'idéologie des cercles catholiques. Donc ce sont des comités, ce sont des dames patronesses, donc des femmes chrétiennes qui visitent les gens à domicile, notamment les familles pauvres. Ce sont des bienfaiteurs, ce sont des patronages pour l'assistance aux enfants démunis. Et enfin, ce sont encore des caisses du pain qui permettent d'avoir, pour les membres du cercle, eh bien, des prix réduits, notamment sur le pain et sur certains autres aliments. Et puis, il y a tout un tas de partenariats aussi, notamment avec la conférence de Saint-Vincent de Paul, qui va mettre sa bibliothèque à disposition du cercle. Ça lui permet de rapidement se développer, d'avoir une assise importante. On va mettre en commun des locaux, par exemple, avec les frères des écoles chrétiennes. Alors, ce cercle, donc, il est subventionné par les riches familles, fondatrices et adhérentes. Les adhérents recrutés sont plutôt jeunes, en général, entre 16 et 20 ans. Il s'agit d'alimenter la mouvance royaliste et de lui donner une certaine énergie. On va offrir, pour attirer ces jeunes, eh bien, un certain nombre de loisirs aux membres des cercles catholiques, comme des salles de jeu, salles de billard, de cartes, etc., de jeux de patience. Et en retour, eh bien, les jeunes qui adhèrent au cercle catholique eh bien, vont devoir assister à un certain nombre de cérémonies religieuses. Alors on nous informe par exemple dans le statut des cercles que eh bien, en été, ces salles de jeu sont ouvertes jusqu'à 11 h du soir. C'est évidemment un instrument de propagande. Quand on lit les rapports préfectoraux sur le sujet, les mots sont très clairs, propagande, moins un cercle comme club, pardon, et puis on y tient des discours politiques alors que légalement on n'était pas censé y tenir des discours politiques. C'est une vraie entreprise de lobbying, c'est-à-dire qu'on va, bien sous prétexte d'action caritative, avec les dames patronesses par exemple, véhiculer une idéologie.
Et c'est très clair quand on lit le guide de fondation des cercles. Juste une phrase qui est très significative à mon sens. Les faits le prouvent surabondamment. Ce n'est pas le nombre qui fait la force, mais l'organisation. Il s'agit donc de créer des structures, d'infiltrer d'autres structures et par l'intermédiaire de ce foisonnement tentaculaire, eh bien, insuffler l'idéologie catholique et monarchiste au plus grand nombre. Un exemple de ce jeu d'infiltration, c'est avec la commission archéologique de Narbonne. C'est une commission qui avait été créée pour constituer les musées archéologiques, mais aussi le musée des Beaux-Arts de Narbonne. Et eh bien, on se rend compte qu'à l'époque, eh bien, cette commission archéologique, elle est complètement infiltrée par les membres du cercle catholique. Léonce Favatier, qui va être plusieurs fois président du cercle catholique, se retrouve président de la commission archéologique de Narbonne. Il va insuffler les collections des musées et leur exploitation dans une direction bien précise, idéaliste, catholique, et on va retrouver plusieurs membres du cercle catholique au sein de la commission. Alfred Saunière en fait partie. Il y a aussi des manœuvres financières du cercle catholique, là aussi c'est important pour comprendre la genèse de l'œuvre de Saunière. Ce cercle qui avait été créé donc en 1873, 3 ans plus tard, en 1976, il est dissolu officiellement. C'est-à-dire que le cercle adresse en préfecture un arrêté affirmant que voilà, c'est fini, le cercle n'existe plus. Or, ce cercle, il va continuer à exister sous forme clandestine, et on a plusieurs rapports préfectoraux qui parlent de cela. La sous-préfecture de Narbonne, elle est une hypothèse. Si le cercle continue à exister de façon clandestine, c'est pour se dérober à l'impôt sur les patentes. Donc il y aurait là derrière une manœuvre destinée à bien, faire fructifier le fonds monétaire du cercle. Alors c'est aussi une puissance qui peut lever des fonds assez rapidement. On le voit en lisant l'Union de l'Autre, qui est un des journaux sous influence du cercle catholique. Pour le Sacré-Cœur de Paris, ils vont lever assez rapidement la somme de 12 306,35 francs or. Donc il y a cette capacité-là à lever des fonds. Et c'est au sein de ce cercle, au sein des membres de ce cercle, que l'on va donc trouver les premiers donateurs de l'œuvre de l'abbé Saunière. J'ai cité Marie Cavaillé. Eh bien, parmi les fondateurs du cercle catholique, il y a aussi la famille de Boxhost. Or, la famille de Boxhost, elle fait partie, là encore, des donateurs importants de l'abbé Saunière. Madame de Boxhost est une des principales donatrices. L'abbé Saunière essaie de cacher son identité, là encore, puisque dans les premiers éléments qu'il fournit à son évêque, il l'appelle Madame X, mais il va ensuite avouer son nom, et cette Madame de Boxhost, c'est 25 000 francs or qu'elle offre à l'abbé Saunière. C'est donc une somme tout à fait conséquente pour une personne qui, là encore, est impliquée dans l'activisme politique des cercles catholiques. Saunière, Alfred, était un allié de M. de Boxhost dans sa carrière politique. M. de Boxhost était un des candidats catholiques réactionnaires aux élections législatives, et Alfred Saunière était un de ses soutiens, de ses fervents soutiens, et tous deux organisaient régulièrement des réunions publiques. J'ai mis ici en exergue une coupure de presse donc, de 1899 tirée de l'Écho de Narbonne qui parle d'une réunion publique de M. de Boxhost et Alfred Saunière. Donc tout est structuré, tout est très solide. On voit que toutes les personnalités qui vont donner de l'argent à Saunière dans un premier temps, eh bien toutes elles gravitent autour de ce cercle catholique de l'abbé de Narbonne. Pardon. On peut se demander s'il y avait d'autres membres du cercle catholique de Narbonne dans l'entourage de l'abbé Saunière. Étant donné que les archives du cercle catholique de Narbonne ont disparu pour une grande part, on n'a pas une liste des membres de ce cercle, on a juste des fragments d'informations à son sujet, donc on ne peut pas exploiter ces documents qui n'existent plus ou qui sont aujourd'hui inaccessibles pour dresser une liste précise des membres. Par contre, il semble que un prêtre, l'abbé Gachin, pouvait en faire partie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans les activités de propagande des cercles catholiques, et du cercle catholique de Narbonne en particulier, il y avait l'organisation de conférences, et l'abbé Gachin, qui était un des proches de Saunière, dans plusieurs lettres, évoque des échanges de conférences
Donc c'est une supposition, mais possiblement, peut-être que ce prêtre faisait partie de ce circuit. En tout cas, la preuve indéniable, outre toutes ces connexions qu'on peut parfaitement établir à base de documents d'archives, que c'est le cercle catholique qui a financé la rénovation de l'église, eh bien, on la trouve dans les rapports concernant le cercle. On y apprend que la devise de ce cercle catholique de Narbonne, c'est Inox Imo Vinces. Donc, par ceci tu vaincras. Cette devise est apposée sur les publications du cercle catholique de Narbonne. On la retrouve sur toutes les publications des cercles catholiques à travers la France. Là, c'est une publication du cercle catholique d'Alais, par exemple. Et bien, sur la couverture, on trouve la devise Inox Imo Vinces. Autre exemple, une bénédiction de monument. Là encore, c'est une publication du cercle d'ouvriers de Montparnasse. Et bien, Inox Imo Vinces, encore mis en exergue dans cette publication. Encore un exemple. Donc, cette devise des cercles, elle est sur absolument toutes les publications. Elle est sur des banderoles quand le cercle défile dans la rue. Elle est sur des banderoles quand le cercle organise des banquets. Et Saunière, eh bien, va la mettre en exergue sur le fronton de son église. Donc, évidemment, on peut spéculer sur un sens ésotérique de cette devise. Ce qui est très clair pour moi aujourd'hui, c'est que c'est la signature des donateurs de l'abbé Saunière, c'est la signature de ceux qui lui ont permis de rénover l'église de Rennes-le-Château. Voilà, alors je vais terminer avec le cercle catholique. On a évidemment une démystification peut-être du début de la vie de Béranger Saunière à Rennes-le-Château, puisqu'on a un réseau de financement qui est bien identifié, qui est un réseau de financement politique, mais ça n'est pas fin à tout le mystère de Rennes-le-Château, je voudrais insister là-dessus. Pourquoi? Parce que les cercles catholiques, ils ne sont pas forcément si catholiques que ça. Je dis ça pour deux raisons, parce que la famille chef de bien, elle a un passif maçonnique qui est important. Et un autre élément que j'ai trouvé récemment, c'est que Oswald Wirth, dont j'ai mis ici une photo, qui est un des rénovateurs de la franc-maçonnerie au XIXe siècle, une rénovation de la franc-maçonnerie en réaction à la politisation du Grand Orient, donc qui est une maçonnerie laïcarde, anti-catholique. En réaction à ça, il y a une maçonnerie spiritualiste qui émerge à travers la figure d'Oswald Wirth. Et les détracteurs au sein de la maçonnerie de Oswald Wirth, les détracteurs qui lui reprochent eh bien, sa spiritualité, sa religiosité, eh bien, lui reprochent entre autres qu'à ses conférences, il y a des prêtres des cercles catholiques qui viennent l'écouter. Donc voilà, peut-être que les cercles catholiques ne sont pas si catholiques que ça. Merci Christian. Après chaque intervention,